Déjà, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les compagnonnes, compagnons. Petit mot juste pour dire que j'étais pas mal absent parce que j'ai perdu toutes mes données, ce qui m'a demandé de retourner certaines vidéos, de réécrire des articles, etc. Et donc voilà, un peu de démotivation et beaucoup de temps pour remettre un peu tout ça à niveau. Du coup, de retour pour un temps en tout cas, et on va parler d'écologie, d'environnement, de vivant. On parle de plus en plus de la nature qui nous entoure et surtout des effets désastreux de l'activité humaine sur elle. On vit actuellement un véritable écocide, c'est-à-dire qu'on est au cœur de la 6e extinction de masse et on le voit de plus en plus clairement, non pas seulement au niveau du réchauffement climatique, de l'air pollué qu'on respire, mais aussi quand on constate la disparition des chants d'oiseaux, des vers dans la terre, des abeilles, des escargots, en bref, de beaucoup d'animaux, d'insectes et de leurs espaces de vie. Aujourd'hui, on va voir en quoi ce combat écolo n'est pas forcément que du jardinage, et relier ce combat à des luttes politiques séculaires. Étymologiquement, le mot écologie vient du grec. Oikos signifie maison et logos signifie science ou connaissance. L'écologie, c'est donc la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence du vivant dans ces différents endroits que nous offre la planète Terre. Cette science s'appuie sur de nombreuses disciplines scientifiques, la géographie, la biologie, la physique, la climatologie, les maths, etc. Voilà, en gros, c'est ça la définition de base qui est née fin du 19e siècle. Dans un langage plus courant et actuel, quand on parle d'écologie, on s'intéresse surtout aux conséquences des activités humaines sur l'environnement. Le réchauffement climatique, la pollution, l'épuisement des ressources naturelles et des espaces de vie, et la disparition de la faune et de la flore. Ces activités humaines destructrices sont en quelques grandes catégories: l'industrie, les transports, les engrais, les déchets, et j'en passe. Enfin, l'écologie peut aussi être comprise comme une recherche de bien-être entre l'homme et la nature, sous forme de mode de vie harmonieux, respectueux du vivant sous toutes ses formes. Bref, comme une façon de penser politiquement ces modes de vie. Et justement, quand on parle d'écologie politique, on parle des divers mouvements qui visent à promouvoir, à défendre ces modes de vie harmonieux, voire à les inventer s'ils n'existent pas encore ou s'ils ont disparu. L'objectif est de détecter, d'analyser et de combattre les éléments de notre société qui détruisent, qui attaquent le vivant, mais aussi du coup l'environnement humain, pour faire mieux. Comme nous allons le voir, il existe au moins deux courants au cœur de l'écologie politique. On affinera plus tard. Et dans une perspective anarchiste, l'un de ces deux courants nous paraît bien plus sérieux et cohérent que l'autre. On va commencer par le challenger, le développement durable. En 1987, l'ONU rassemble une commission mondiale pour l'environnement et le développement, rebaptisée Commission Brundtland, et donne une définition du développement durable, vu comme un mode de développement désirable. Le développement durable, c'est donc un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. En gros, l'objectif du développement durable, c'est de se soucier un peu des problématiques écologiques sans toucher à la croissance économique, finalité indépassable du capitalisme. Dans la majorité des cas, le développement durable répond à ce qu'on appelle une logique de soutenabilité faible. Dans cette acception, on considère que tous les capitaux, c'est-à-dire toutes les ressources, qu'elles soient naturelles ou construites, sont substituables, sont interchangeables. C'est pas grave si on détruit une forêt pour construire une piscine, car même si on a détruit un lieu avec une valeur intrinsèque, une utilité, un intérêt, un patrimoine, on fabrique une nouvelle chose avec également de la valeur. En gros, cette logique tente de rendre compatible la croissance économique et le vivant, avec l'idée que détruire la nature et ses richesses se justifie tant qu'on crée de nouvelles formes de richesse. On est complètement dans un logiciel Macron-compatible, droitard mental. Tous les partis n'ayant pas forcément réfléchi sur l'écologie sont dans cette vision-là. Oui, même le RN, surtout le RN, qui est un peu climato-sceptique, hein, c'est le peu de le dire. C'est un peu l'idée qu'avec la technologie, tout va s'arranger, que la nature trouve toujours une solution, et que d'abord, il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique, puisque l'année dernière, il y a eu un jour de pluie, l'été, etc. Faire un coucou à Tatania Ventouse. Heureusement, de plus en plus de personnes, de collectifs, de partis, d'associations, de militants engagés sur cette question du vivant défendent maintenant une vision un peu plus conséquente sur l'environnement, vision qu'on catégorise comme une forme de soutenabilité forte. Dans cette vision, on considère que les capitaux ne sont pas substituables, que les ressources naturelles ont des caractéristiques et des intérêts propres, et que les remplacer par du capital physique, c'est-à-dire par des constructions humaines, ne revient pas au même. Et c'est assez sensé de penser comme ça. On se demande même pourquoi on n'arrive pas à imposer cette vision des choses.
On le sait un peu pourquoi, hein, le capitalisme domine le monde, mais en effet, une ressource naturelle comme une rivière, une forêt primaire, un ciel pur ou des ours polaires, les cerises, les abeilles, les vers de terre, ce ne sont pas uniquement des facteurs de production, de consommation et de croissance. Ce n'est pas uniquement utile pour être transformé en capital physique. C'est nécessaire au bien-être des populations. C'est du beau, c'est du vivant, c'est du commun. En plus, ce sont des destructions irréversibles pour la plupart. Plus ou moins en fait, hein. On peut replanter des arbres, mais plus difficilement faire revivre une espèce disparue ou recréer du pétrole. Et même quand on replante des arbres, en fait replanter des petits arbrisseaux tous les 1 mètre, c'est pas la même chose qu'une forêt primaire. Et quand il y aura plus d'eau naturelle, on sera un peu con avec nos centrales électriques. Comme le disait une putain de banque, certaines choses ne s'achètent pas. Ces choses sont donc à protéger à tout prix, à préserver à tout prix, quitte à changer de modèle de développement. Sauf qu'accepter cette vision des choses, c'est ouvrir la voie à la fin de l'industrialisation, du productivisme, bref, à la fin de la logique de croissance économique. Et ça, vous l'aurez compris, aucun parti au mouvement de droite ou libéral, voire même de gauche, voire même communiste, ne sont prêts à l'entendre. Bon, ne vous en faites pas. Cette dynamique antiproductiviste au sein des pays capitalistes est née bien avant les années 70-80 et la commission Brundtland. Dès la fin du 19e siècle, des anarchistes ont semé les graines d'une écologie radicale et c'est ce qu'on va étudier maintenant. À la fin du 19e siècle, alors que les sciences humaines en sont encore à leur balbutiement, il y a une idée très répandue. Le fait qu'il existerait un sens de la nature, une sorte de vérité naturelle que l'homme se doit de découvrir pour vivre en harmonie en son sein. On retrouve par exemple cette idée chez les transcendantalistes aux États-Unis, qui sont des philosophes empreints de religion orientaliste et très critiques des formes bourgeoises de vie. Ils prônent un retour à la nature au sens propre, sans forcément glorifier cette dernière, mais en considérant que l'humain doit retourner à son mode de vie le plus élémentaire et se satisfaire de cette existence-là. D'ailleurs, on tente parfois de lancer des ponts entre certains transcendantalistes comme Thoreau et l'anarchisme, notamment car Thoreau critique ouvertement la société bourgeoise et à travers elle l'État, et notamment les impôts, vus comme des entraves à la liberté individuelle. Sur certains aspects, je dirais que Thoreau peut plutôt être considéré comme un précurseur du libertarianisme que du mouvement libertaire, mais passons. Pour creuser, j'ai fait une différence entre ces termes, libertaire, libertarien, vous pouvez aller voir ça. En Europe, on retrouve chez d'autres anarchistes individualistes, à ne pas tout à fait confondre avec les libertariens, mais ce serait long à expliquer ici, cet appel à la nature, cette volonté de rompre avec les décadences de la société industrielle et bourgeoise en plein essor. On retrouve notamment une vague d'anarchistes qui s'autoproclament naturiens, car ils choisissent les week-ends ou carrément pour la vie de quitter les centres urbains pour aller se mettre à la fraîche, à la campagne, souvent dans le plus simple appareil d'ailleurs. On retrouve là une forme d'idéalisation de la nature et des êtres humains, vus comme des animaux voués à se fondre dans leur environnement. Chez d'autres anarchistes, plus clairement socialistes, ce phénomène de vérité naturelle a aussi existé. Je le rappelle, c'est une idée dominante à l'époque qui nous semble assez gênante aujourd'hui. Par exemple, Proudhon expliquait parfois que son système de pensée politique, je rappelle que Proudhon c'est le père de l'anarchisme, père misogyne et antisémite, donc il expliquait que son système était le meilleur car il était le plus adapté au fonctionnement naturel des sociétés humaines. Dans un autre style, mais toujours pour démontrer que la nature a très tôt été prise en compte dans les réflexions et actions des libertaires, comment ne pas mentionner la présence de très nombreux géographes dans les premières générations d'anarchistes. En France, on pense évidemment à Élisée Reclus, lui aussi était naturiste, mais il était aussi végétarien, partisan de l'union libre et l'un des précurseurs de l'écologie politique. On lui doit notamment des œuvres assez originales en géographie car elle mêlait géographie, histoire, philosophie et même des prémices de ce qui allait devenir la sociologie. En tant qu'anarchiste, il était méfiant envers le progrès issu de l'industrialisation capitaliste. Je vous le cite. De quel chant de triomphe en l'honneur du progrès n'ont pas été accompagnées les inaugurations de toutes les usines industrielles avec leurs annexes de cabarets et d'hôpitaux? Certes, l'industrie amena de réels progrès dans son cortège, mais avec quel scrupule il importe de critiquer les détails de cette grande évolution? Les misérables populations du Lancashire et de la Silésie nous montrent que tout n'a pas été progrès sans mélange dans leur histoire. Il ne suffit pas de changer d'état et d'entrer dans une classe nouvelle pour qu'on en acquiert une plus grande somme de bonheur. Ou encore, là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent,
la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Parmi les causes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait compter en première ligne la brutale violence avec laquelle la plupart des nations traitaient la terre nourricière. Ils abattaient les forêts, laissaient tarir les sources et déborder les fleuves, détérioraient les climats, entouraient les cités de zones marécageuses et pestilentielles, puis quand la nature, profanée par eux, leur était devenue hostile, ils la prenaient en haine. Voilà, donc toujours intéressant de revenir au texte pour un peu comprendre les fondements d'une pensée politique qui va faire pas mal de petits. Kropotkin aussi, évidemment, doit être cité. Lui aussi était géographe, anarchiste, et son œuvre L'Entraide est une véritable critique du darwinisme social, c'est-à-dire de l'idée que ce serait la compétition qui serait à l'origine de l'évolution des espèces. Alors ça ne veut pas dire que la compétition n'a aucun rôle là-dedans, mais en fait il ne faut pas être obnubilé et figé uniquement sur cette théorie. Lui, il défend que la coopération permet encore mieux aux espèces de progresser. Sa pensée penche parfois vers la naturalisation des comportements, notamment quand il parle de nature humaine ou de morale naturelle, mais il n'empêche, ses écrits sont une vraie bouffée d'air frais et sont assez basés scientifiquement parlant pour son époque. Voilà pour les timides débuts de la pensée écologiste, souvent assez naturalisante, dans certains discours politiques. Mais ces pensées vont s'intensifier, se structurer, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie politique se développe surtout dans les années 70, dans le prolongement de mai 68 et encore plus intensément à la suite des chocs pétroliers des années 70 et des débuts d'un déclin du capitalisme dans les économies occidentales. Au sein de cette écologie politique, on pourrait distinguer trois courants très différents. L'écologie matérialiste, qui intègre à sa pensée écologiste la lutte pour l'égalité, donc la lutte des classes, de races, de genre, au sein d'une lutte plus globale pour une existence digne, paisible et équitable au sein de notre écosystème. De l'autre, une écologie plus spirituelle, sacrant la nature en tant que telle et prônant plus l'isolement ou la croyance que le combat politique. Un courant souvent assez confus politiquement, je pense à Casas Novas et à ses jus de carottes. Et enfin, on pourrait citer un dernier courant, écologiste libéral, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui prône la soutenabilité faible. Alors, on peut parler Macron, on peut parler EELV là-dedans. Bon, je développerai surtout le premier courant, parce que c'est le plus conséquent et c'est celui qui porte les germes d'une vraie transformation anticapitaliste de notre société. Plusieurs figures majeures peuvent être rapprochées à la fois de l'écologie politique matérialiste et du mouvement libertaire. L'écologie libertaire rejette l'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'idée que l'humain serait au centre de son monde et qu'il devrait l'exploiter et le soumettre à ses désirs. Au contraire, ils affirment la nécessité d'une organisation sociale et politique en harmonie avec la faune et la flore et non contre elle. Comme le disent fort à propos les soulèvements de la Terre, pas du tout, comme le disent fort à propos les soulèvements de la Terre, on ne défend pas la nature, on est la nature qui se défend. Alors comment on se défend en tant que nature qui est attaquée? Cela peut passer par la pédagogie et la technocritique, par la science évidemment, avec de plus en plus d'œuvres, de plus en plus de travaux, par la raison, la distance, par des formes concrètes comme les éco-villages, les ZAD, en appliquant des logiques communalistes, des logiques d'entraide, d'autogestion, par la décroissance. On peut aussi citer à l'échelle plus individuelle le véganisme, l'antispécisme, des actions directes pour sauvegarder des espaces de vie qui s'inscrivent dans une dynamique de pensée. Dans cette partie, on va évoquer Gorz, Dodone et Bookchin. J'aurais pu aborder d'autres personnes, mais il faut bien faire des choix, et déjà que vous ne regardez pas en entier les vidéos de 30 minutes, je ne vais pas commencer à faire des vidéos de 50 minutes. Alors, si on est très précis, André Gorz, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'autogestion, n'est pas un anarchiste. C'est un marxiste, mais il est anti-autoritaire, anti-productiviste, et il prône l'individu, non pas de manière égoïste, mais de manière autonome. C'est une sorte, en fait, de communiste libertaire. Je rappelle que, pour moi, communiste libertaire, c'est synonyme d'anarchiste ou d'anarcho-communiste. Gorz a beaucoup œuvré à populariser l'écologie libertaire, notamment à travers sa théorisation d'une notion devenue assez connue depuis, la décroissance. Une idée qui va plus loin que la soutenabilité forte abordée plus tôt. Je le cite.
Il est impossible d'éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec les méthodes et la logique économique qui y mènent depuis 150 ans. La décroissance est donc un impératif de survie, mais elle suppose une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux. Selon lui, et je ne peux que souscrire, le capitalisme, sa logique de profit infini, son productivisme intrinsèque, son usage utilitaire de la nature sont incompatibles avec le respect du vivant sous toutes ses formes et même avec la survie des espèces tout simplement à moyen long terme. Il prône donc une remise en cause radicale de notre modèle de développement en conceptualisant l'idée d'une décroissance, d'une recherche volontaire d'émancipation et de bien-être ne passant plus par la croissance économique. C'est loin d'être idiot. Rappelons qu'un embouteillage, que le tabac ou l'alcool, qu'une guerre améliore la croissance plus efficacement qu'une circulation douce et fluide, qu'une discussion entre amis, qu'un système de santé, tout simplement. Il faut donc casser une bonne fois pour toutes cet instrument de mesure qu'est la croissance économique, le PIB, qui ne mesure pas du tout le bien-être, loin de là, et réfléchir à comment maintenir, voire améliorer le bien-être humain, en composant aussi avec une amélioration du bien-être du vivant, des vivants qui nous accompagnent dans ce monde. Vous l'aurez donc compris, décroître ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre. C'est une ligne de crête subtile, j'en conviens, mais qu'il est bon de ne pas caricaturer. J'ai envie aussi d'aborder avec vous Françoise d'Aubonne, dont j'aurais aimé parler dans ma vidéo sur le féminisme, mais de la même manière, je ne pouvais pas aborder tout le monde dans une vidéo qui durait déjà 30 minutes. C'est une autrice qui est au fondement du concept d'écoféminisme. Pour la présenter rapidement, on peut mentionner qu'elle s'est engagée très tôt contre la guerre d'Algérie, et donc pour l'indépendance de l'Algérie, contre la peine de mort et pour les droits des prisonniers, pour le droit à l'avortement, le droit des homosexuels, etc. Une meuf archi-basée. Elle est aussi une des fondatrices du MLF, bref, elle a une superbe carte de visite, comme dirait un droitardé. C'est d'ailleurs au sein du MLF qu'elle va animer un groupe baptisé Écologie et Féminisme et élaborer des liens théoriques précis entre le patriarcat et le capitalisme, démontrant que les hommes ont fait à la fois main basse sur le ventre des femmes et sur les ressources naturelles. Le mot écoféminisme a été inventé par d'Aubonne et prône non pas la prise de pouvoir par les femmes, ça c'est la caricature qu'un droitardé ferait du féminisme, mais la gestion égalitaire d'un monde à renaître. Afin de faire advenir ce monde, elle défend des idées anarchistes telles que l'autogestion, la disparition du salariat, des formes d'organisation proches du mutualisme ou du communalisme. En parallèle, d'Aubonne soutient tous les autres combats écologistes de son temps, contre le nucléaire notamment via l'action directe, pour la décroissance aussi. Parfois d'Aubonne est interprétée à contresens, du côté de l'essentialisme, du node à la nature. L'autrice s'en est toujours défendue jusqu'au bout. Je vous partage d'ailleurs un extrait d'une lettre qu'elle a adressée en 2000 à BHL. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai pas creusé la source en fait. Quand, en 1978, j'ai fondé le mouvement de réflexion écologie-féminisme, qui estimait utile de confier les soins du sauvetage planétaire au courant de libération des femmes, nous, en vertu de valeurs féminines, plus ou moins imaginaires, mais de la part spécifique que le patriarcat a réservée au deuxième sexe, comme constituant le secondaire et aujourd'hui révélé primordial, j'ai bien pris soin dans mon livre Écologie-féminisme, révolution et ou mutation, de distinguer cette analyse et cet appel de tout idéalisme philosophique, essentialisme ou naturalisme, et en soulignant que la mutation est le but final de toute révolution. Une position qui est très matérialiste et aussi très dialectique. d'Aubonne considère que c'est parce que les femmes, et certaines plus que d'autres encore, sont dans une position de domination, à la fois dans le capitalisme et à la fois dans le patriarcat, qu'elles vont d'autant plus clairement réaliser leur intérêt à combattre ces dominations, au contraire des hommes qui en tirent profit. Et comment ces femmes peuvent essayer de combattre ces différentes dominations, dont aussi la domination du capitalisme sur la nature, en proposant la décroissance, en proposant l'autogestion communautaire, comme une solution à ce capitalisme patriarcal. Murray Bookchin est dans une catégorie d'idées, dans un courant d'idées assez proche. Alors Bookchin, c'est le père du concept de municipalisme libertaire. Je ne vais pas développer en profondeur le concept ici, notamment parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le communalisme, qui a été proposée par d'autres anarchistes bien avant Murray Bookchin. Si vous voulez creuser, vous pouvez aller la voir. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi Bookchin va essayer de développer un nouveau concept alors qu'il y en a un très proche qui existe depuis longtemps ?
En fait, il va faire ça parce qu'il va constater que malgré des preuves scientifiques irréfutables, et la nécessité de réfléchir à la question politique en articulation avec la question écologiste, avec la question du vivant, en fait, il y a un développement de l'écologie contre-révolutionnaire. Celle-ci gagne du terrain avec le capitalisme vert, etc., etc. Mais il y a aussi, en parallèle ou en réactance, le développement de l'écologie ancestrale, traditionnelle, qui est potentiellement xénophobe. Et aussi d'une écologie naturalisante, un peu confuse, qui revient vraiment 100 ans en arrière. Du coup, il veut opposer à toutes ces écologies alternatives et un peu molles, une pensée écologiste qui soit autogérée, horizontale, anticapitaliste, internationaliste, bref, cohérente et basée. Voilà ce qu'il nous dit. Nous espérons que les groupes écologistes écarteront tout appel aux chefs de l'État ou aux institutions bureaucratiques nationales et internationales, c'est-à-dire à des criminels qui contribuent matériellement à la crise écologique actuelle. Nous pensons que c'est aux gens eux-mêmes qu'il faut faire appel, à leur capacité d'agir directement et de prendre en main leur propre vie. C'est seulement ainsi que s'édifiera une société sans hiérarchie et sans domination, une société où chacun sera le maître de son propre destin. C'est ainsi que naît son idée de municipalisme, une organisation à la fois politique mais aussi économique et sociale qui partirait d'un échelon local, un quartier dans une grande ville ou une petite ville, et qui ensuite se déploierait à des échelons plus grands grâce au principe de la fédération. Le tout en étant le plus prudent possible, notamment sur la manière d'agir, pour ne pas donner du grain à moudre aux écologismes adversaires, c'est-à-dire l'écologisme traditionnaliste, confus, ou réactionnaire, ou capitalo-compatible. Comme il le fera comprendre à différentes reprises lors de différentes interventions, l'espèce humaine n'est pas l'ennemi. C'est la minorité possédante en son sein qui l'est. Les outils technologiques ne sont pas un danger. Ne pas les mettre au service de l'autonomie populaire, si. En 2 phrases, il écarte une vision raciste de l'écologie et une vision capitaliste de l'écologie. Une autogestion raisonnée et organisée, un principe fédératif mettant en action une forme de décroissance, car allant à rebours d'une mondialisation économique et financière débridée, c'est tout ça qui a inspiré des expériences aussi variées que celles du Chiapas, du Rojava ou des différentes ZAD en France et un peu partout en Europe. Voilà, on a vu nos différents auteurs, desquels on peut encore tirer beaucoup d'inspiration. J'ai déjà pas mal parlé, on passe au bilan. On l'a vu, l'écologie, dès son origine, a 2 versants. Un versant plutôt conservateur qui tire vers la soutenabilité faible, c'est le versant dominant, on va pas se le cacher, et un versant réformiste, voire révolutionnaire, qui tire vers la soutenabilité forte, qui est basée scientifiquement, avec lesquelles plein de théories existent, mais qui est encore assez minoritaire. À l'origine, les anarchistes eux-mêmes ne sont pas au clair sur leur manière de se positionner. Certains, très façonnés par l'esprit de leur époque, adoptent des postures naturalisantes, les amenant plutôt à des solutions individuelles, pas vraiment révolutionnaires, car n'engageant pas de rapport de force avec les pouvoirs en place. D'autres élaborent déjà des premiers projets collectifs, mais mettent rarement l'écologie au centre. Au fur et à mesure, différents acteurs participeront à faire la synthèse entre l'urgence de la préservation du vivant, les dominations du monde patriarcal, capitaliste, raciste, colonial, et l'anarchisme, qui, en prônant un mode de vie débarrassé des grandes institutions oppressives comme le capitalisme, l'État, etc., vise des modes d'organisation sociale de plus petite taille, donc plus vivables, plus démocratiques, plus simples, plus justes pour chacun, chacune et tous. Évidemment que l'anarchisme doit défendre l'écologie, en tant que science, mais aussi en tant que mouvement, visant à l'harmonie de toutes et tous, humains et non humains, dans notre espace de vie, le seul qu'on ait. Doit-on pour cela aller jusqu'à réduire, voire arrêter la consommation de viande? Doit-on aller jusqu'à embrasser l'antispécisme? Doit-on monter et protéger des ZAD, faire des actions directes pour défaire des infrastructures capitalistes détruisant des espaces de vie? Doit-on sensibiliser et boycotter un maximum de choses, tout en conservant un principe de réalité, hein? On vit dans un monde, on vit dans ce monde, on n'a pas le choix, et donc nous devons aussi nous y adapter, notamment pour être efficaces. Ceux qui vous disent « Ah, t'es écologiste, t'as un téléphone portable », bon ok, l'argument zéro. Il me semble que, oui, on peut mettre en place ces choses-là, mais il est important toujours de raccorder les dynamiques écologiques ou écologistes avec une vision un peu plus globale, et donc une vision qui soit communiste libertaire, une vision qui mêle l'autogestion, le communalisme, bref, voilà, des modes de vie globaux qui pourraient être généralisés avec le principe fédératif. Je vous laisse vous écharper en commentaire.
Je vous fais de gros bisous et prenons la clé des champs. Tchuss.